Bonsoir les amis, bienvenue dans Vive l'Europe. Je suis avec Geoffrey Marot pour la première fois depuis un petit bout de temps, ça va? Oui, ça va. Ça va, t'as la forme? Bon, c'est un ami Geoffrey, on rigole pour tout et rien. Là c'est un peu la fatigue de la fin de journée parce qu'on a bien préparé cette émission. On va vous parler d'Elon Musk, vous le connaissez forcément au moins de nom. Un génie, un provocateur certains disent aussi, une personnalité extraordinaire dans tous les sens du mot. Je sais même pas vraiment par où commencer Geoffrey. Tu as, en une phrase, tu as résumé, tu as dit que c'était un ingénieur et un capitaine d'industrie. Ouais. En toute chose, qu'est-ce que ça veut dire capitaine d'industrie? C'est un mot pour dire industriel, mais donc capitaine, il y a une notion militaire, un vocabulaire, un vocable que j'apprécie. Ouais. Qui donne du prestige. Oui. Alors bien sûr, je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant. Moi, ce que je trouve fou, c'est déjà il est le président d'un certain nombre de compagnies qui sont dans des domaines très différents. L'automobile, l'astronomie, la conquête spatiale, les tunnels, tu sais, les hyperloops. On a l'impression que c'est quelqu'un... on n'a jamais assez de temps dans la vie pour faire ce qu'on veut, pour avoir nos ambitions soient complétées. Et Elon Musk, on dirait il a 50 ans. En 50 ans, il a vécu de son vie. Il a 49 ans, ouais. 49 ans, et c'est absolument incroyable. Je ne sais pas vraiment par où commencer, peut-être par sa biographie, son enfance, d'où vient-il? On sait qu'il est d'Afrique du Sud. Ouais. Quel était son historique, son enfance? Alors oui, donc les capacités intellectuelles de Musk se révèlent rapidement dans son enfance. En petite biographie, donc il naît en 71 à Pretoria, en Afrique du Sud. C'est le fils d'Errol Musk, ingénieur anglo-sud-africain, et de Maye Haldeman, nutritionniste et mannequin canadienne. Après le divorce de ses parents, il continue de vivre avec son père. À l'âge de 12 ans, il vend son premier programme de jeux vidéo pour l'équivalent de $500. Déjà, ça c'est impressionnant. Bien sûr, c'est... à 12 ans. Et en plus, je me souviens qu'il a appris à coder très rapidement, en fait. Ouais. Alors, ce qu'il était censé faire en un mois, il l'a fait en 48 heures. Quoi. Il a été extrêmement mordu. Enfin, c'est la combinaison de sa très haute intelligence et de sa passion extrême pour les objets, la science en général. Ouais. En plus, à 12 ans, ça veut dire qu'il est né en 71. En gros, c'est au milieu des années 80 qu'il sort un programme de jeux vidéo. C'est, bon, déjà, c'est des prédispositions incroyables. Alors, pour parler justement de ces dispositions, donc, Elon Musk est un surdoué de haut niveau, doublé d'un autiste Asperger. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est un autiste Asperger? Pas vraiment, on connaît le mot, mais on ne sait pas trop ce que ça implique. Et d'ailleurs, les gens s'auto-diagnostiquent parfois autistes, on ne sait jamais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, l'autisme, c'est pas vraiment une maladie, c'est un spectre, c'est-à-dire ça va d'un extrême à l'autre, on va dire l'extrême profond d'autisme qui n'est incapable de communiquer, à des formes plus légères comme l'autisme Asperger, qui est une forme quasiment, certains le voient comme un super pouvoir, alors je dis ça en rigolant, parce qu'en fait, par exemple, quand on va dans les très hauts QI, il y a beaucoup d'Asperger, il y a une corrélation entre le QI et les autismes Asperger, et aussi les Asperger sont très majoritairement masculins. C'est lié en fait à un cerveau un peu hyper masculin, et ça se traduit par, on va dire, un intérêt, une difficulté à comprendre les émotions et les sentiments des autres, mais un grand intérêt pour les choses. Donc c'est comme un peu comme Mozart par exemple, moi je pense qu'il est Asperger. Quand tu lis la biographie de Mozart, il a un désintérêt, un détachement même affectif vis-à-vis de sa propre famille, et il a un surinvestissement dans la musique. Et donc, il y a beaucoup de profils en fait comme ça, comme Einstein qui a des traits autistiques. Donc, c'est cette combinaison de cela, plus également quand même un milieu stimulant. Son père est ingénieur. De toute façon, les pommes ne tombent pas loin du pommier, au sens où il y a quand même une relation. Son père est ingénieur, c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Oui, par contre, sa mère est top modèle. On peut dire, est-ce que top modèle est forcément intelligente? Elle est nutritionniste quand même. C'est une femme un peu polyvalente, un peu peut-être comme Carla Bruni, qui est à la fois top modèle. Tu vois, la comparaison, je pense, peut se valoir. Et donc, pour parler de son frère Kimball Musk, raconte qu'il aurait très tôt lu 2 livres par jour dans des disciplines variées. Ses lectures étaient très larges et diverses, couvrant de nombreux domaines comme la philosophie, la religion, la science-fiction, la programmation, l'ingénierie, le business, le design, etc. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est un surdoué de haut niveau, mais qui n'est pas spécialisé que dans la science, comme certains profils comme ça. Enfin, que les gens tendent à se représenter, parce qu'en fait, dans les gens très très intelligents, ils ont souvent un appétit pour la connaissance vaste. Et, tu vois. Il y a un génie vraiment polymorphe dès l'enfance. Il est bon dans un tas de domaines, etc. Et qu'est-ce qui en fait le fait partir d'Afrique du Sud? C'est le manque de qualité peut-être des universités là-bas. On sait que...
D'abord, en fait, il a une enfance difficile, parce que d'abord, enfin difficile, tout dépend quand on compare. Bon, il a toujours été seul, ça c'est le problème des surdoués de haut niveau, ils sont en inadéquation avec l'environnement. Ensuite, il subissait des brimades de la part d'une bande de camarades de son école privée. Alors, je pense que c'était une école blanche, hein. A priori, l'Afrique du Sud de l'apartheid, ça ne devait pas être une école mélangée. C'est sûr. Mais c'était néanmoins un pays violent, visiblement, puisque... Mais c'est un phénomène qui existe encore, hein. Les surdoués sont souvent victimisés, en fait, par méchanceté, les enfants sont cruels. Et donc, il se faisait tabasser concrètement par des camarades. Il est rentré, à un moment donné, il a été hospitalisé, je crois. Bon, c'est pas forcément un facteur qui l'a poussé à partir, mais c'est un facteur qui l'a poussé à se durcir. Alors, ça a un petit peu arrêté parce qu'il a fait plus de sport, notamment, je crois, de la boxe. Donc, ça a un petit peu calmé les velléités. Ce qui l'a poussé à partir, c'est simplement quelqu'un qui avait compris que c'est un pays qui n'avait pas d'avenir. Et je pense pas en termes politiques, je pense en termes scientifiques. Ouais. En fait, les États-Unis, c'était le rêve américain. Et c'était là où la technologie se passait. Et donc, il a pressé ça, il a informé sa mère, ou son père, peu importe, ses parents, de sa volonté de quitter le pays vers, je sais plus, 16 ans, je crois, quelque chose comme ça, dès qu'il a eu... D'abord, il va au Canada parce qu'il a la double nationalité, donc c'est une facilité en fait d'aller au Canada. Exactement, il va au Canada. Mais d'ailleurs... Ah oui, autre raison auquel ta question me fait penser, il voulait échapper au service militaire sud-africain aussi. C'est vrai. Et il n'aimait pas la langue afrikaner également. Ah oui. Donc c'est pas quelqu'un qui était attaché visiblement à ce pays. Je pense que finalement les événements lui donneront raison. C'est un pays qui n'avait pas d'avenir. C'est vrai. Ouais. Par rapport à ses ambitions, il a fait vraiment le bon choix de partir. Bien sûr. Donc, il commence des études de haut niveau quand il est au Canada. Et alors, j'ai pas trop compris. Alors, si tu me permets, je voudrais dire un truc très intéressant. Certaines personnes pensent que, comment dirais-je, Elon Musk, en fait, c'est simple, il est arrivé au Canada, il comptait sur son oncle, je crois, qui devait l'héberger, qui devait l'aider. Or, en fait, il était mort. Ouais. Et en fait, il n'avait pas du tout de ressources. Donc, il a pris un journal de petites annonces, où il a demandé, en fait, dans un bureau de petites annonces, un bureau, je sais pas, de chômage, un truc comme ça, de recherche d'emploi, il a demandé quels étaient les emplois les mieux payés à l'heure. Et il y en avait un, c'était un emploi qui consistait en gros à récurer des fours, quelque chose de très difficile. Et en fait, il a participé à l'embauche, enfin à la sélection des candidats. Il y avait genre 50 mecs, et à la fin, il y en avait que 2, lui et un autre mec. Donc pour montrer sa motivation et sa résistance physique, c'est évidemment très significatif. C'est une anecdote. Oui, c'est-à-dire en fait, il voulait beaucoup d'argent en peu de temps pour pouvoir survivre dans de bonnes conditions. C'est rationnel, ouais. Mais justement, ma question allait dans ce sens parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris, un élément biographique que j'ai pas compris, c'est que son père lui coupe les vivres à un moment donné. Alors que son père a de l'argent quand même. Donc pourquoi il a fait ça? Il a pas cru en Elon? Pourquoi en fait? Le père, en fait, d'Elon Musk, tu me poses un peu une colle parce que je n'ai plus très bien les informations. En gros, les rapports avec lui se sont rapidement dégradés. Ouais. Il décrit son père comme un monstre, en fait. Vraiment, en gros, le père, c'est le mal, quoi. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais j'ai l'impression que le père a un profil psychopathique, quoi. Ouais. Et donc, voilà, il lui a coupé les vivres. Donc, il est vraiment dans une situation... marche ou crève, quoi, finalement. Oui, on peut dire vraiment que c'est un self-made man parce qu'il n'a pas bénéficié. Par exemple, Trump, on sait qu'il avait de l'argent de ses parents et il en a quand même profité pour monter ses premiers business, alors que là, Elon Musk est reparti à zéro en fait quand il était au Canada. Tout à fait. En fait, Elon Musk, c'est un peu le syndrome de l'excellence de l'immigrant, en fait. Pas de l'émigrant, bien sûr, mais de l'immigrant. Ce qui se passe aux États-Unis ou dans certains pays, le type qui vient de rien, qui a beaucoup d'ambition, un peu comme Scarface, mais dans le bon côté des choses. Je comprends, je vois ce que tu veux dire. Alors que le type, finalement, mais c'est important, c'est vrai que psychologiquement, c'est important. Tu viens d'une bonne famille, tu as une cuillère dans la bouche, t'as pas la même motivation à réussir. Bien sûr. T'es pas quelque part, cette métaphore, ce phénomène se reproduit dans plein de domaines. Par exemple, dans un domaine qui n'a rien à voir, mais dans un jeu vidéo, par exemple, si vous avez contre vous un adversaire, une IA qui est beaucoup plus forte, vous allez devenir bien meilleur. Si vous avez contre vous une IA qui est gentille, qui est passive, vous n'allez pas devenir meilleur par vous-même. C'est vrai. On le devient toujours par rapport à une contrainte externe. Finalement, c'est la même chose dans tous les domaines. La motivation permet de se donner au maximum. Ouais. Mais il part en fait sur des études très, très pointues, très basées sur la physique, la science. Et en fait, il y a un moment, il a quand même une intuition
il voit qu'Internet fait de plus en plus parler de lui. Il a l'intuition qu'Internet, c'est l'avenir, ce qui n'était pas forcément évident au début des années 90. Et ça le pousse à nouveau à se réorienter. C'est ça que je trouve dingue aussi, c'est sa mobilité intellectuelle. C'est-à-dire, à un moment donné, il va se focaliser sur quelque chose, et quand il pense qu'un autre domaine va être plus efficace pour le rendre plus riche, pour lui faire avoir de l'influence et le faire grimper dans la société, hop, il arrive à devenir un switcher. C'est pas si dingue que ça, en fait. Ouais. C'est un phénomène qui arrive souvent. Par Mark Zuckerberg, finalement, il a fait des études à Harvard, qui était d'ailleurs assez versé dans la psychologie, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas particulièrement un informaticien, même s'il est extrêmement geek et doué. Et en fait, tu sais, tu connais peut-être un peu l'histoire de Facebook. Ouais, je connais. Ouais. Mais en fait, il a bifurqué, quoi. Il aurait pu continuer les études, valider son diplôme, mais en fait, il a fait toute autre chose parce qu'il a senti l'opportunité. Bill Gates a fait un peu la même chose également, a fait des études, je sais plus où d'ailleurs. Il a abandonné ça parce qu'il a préféré se lancer dans. D'abord parce que c'est plus stimulant, en plus c'est. Effectivement, il sent ce qu'il faut faire, et donc il est parti en Amérique. Enfin, il est parti en Amérique pour fonder Zip2, je crois. C'est la première compagnie qu'il a fondée, une compagnie de logiciels en gros, qui a été revendue 300 millions d'euros. Alors lui, il en était propriétaire à 11%, il n'était pas propriétaire à 100%, lui et son frère. Après ça, il a fondé PayPal. Enfin, pas exactement, il a fondé une société qui s'appelle X, qui ensuite a fusionné avec la société de Peter Thiel qui s'appelle PayPal. Mais enfin, en gros, c'était PayPal, on va dire, qu'il a revendu, je crois, pour $1 milliard à eBay. Donc là, à partir de là, il est devenu très riche. Oui. Bon, il a commencé un peu à vivre ses rêves à ce moment-là, quand il a eu ce petit pécule. Et en fait, à partir de là, il s'est tourné vers ses rêves d'enfance, qui était le spatial. C'est là qu'il a fondé SpaceX. Donc bon, je pense que tout le monde connaît SpaceX, société d'astronautique, qui a pour particularité le SpaceX, c'est de faire des roquettes réutilisables. On va dire c'est l'essentiel, enfin c'est pas l'essentiel, mais c'est le truc le plus significatif. Parce qu'en fait, quand on voit une fusée, le problème c'est qu'en fait 95% du coût d'une fusée, c'est la fusée elle-même, et 5% c'est le carburant. En fait, les fusées ne sont pas réutilisées. C'est comme si tu envoyais un avion. Tu perds énormément d'argent. Tu te rends compte, c'est comme si tu envoyais un avion pour aller, je sais pas, en Japon, et tu détruisais l'avion. C'est la folie, enfin, ça paraît fou comme ça. Et c'est ce qui se passe avec les fusées. Donc Elon Musk a, adapté une technologie, je ne saurais pas comment l'exprimer intelligemment et correctement, mais disons, il a fait en sorte qu'on puisse récupérer simplement la machine plutôt que de la détruire. Il a mis du temps à le faire parce qu'il a fait. Il y a eu des ratés aussi. De toute façon, on le dit rapidement, mais en fait, c'est tout un parcours. Évidemment, mais parce qu'on ne peut pas détailler chaque. Sinon, on ferait une émission de 4 heures. Exactement, oui. Et puis, quelque part, il y a déjà des documentaires sur ça, techniques, intéressants, qui puissent être trouvés. C'est surtout qu'en fait, je trouve l'important, c'est de montrer l'ensemble d'une œuvre en cours. Faire la synthèse de tout ce dont il est capable, parce qu'on n'a pas le niveau en astrophysique pour expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé avec les fusées, pourquoi les premières ont craché, mais surtout ça a été un combat, parce qu'évidemment au début il a dépensé énormément d'argent, il y a eu des foirades, il y a eu des crashs, heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes, mais on va dire SpaceX a été au bord de la rupture, je crois que c'était en 2008, ça a créé un moment très douloureux dans toute l'équipe, etc. En plus, par exemple, en même temps il a fait aussi Tesla. Il faut comprendre ça. C'était SpaceX et Tesla. C'est deux sociétés qui étaient au bord de la faillite. Une société en plus qui ils puisaient les bénéfices de l'un pour les donner à l'autre, pour que les deux puissent se renflouer. Et puis, il avait aussi la pression du marché, des acteurs du marché qui lui disaient ce que tu fais n'est pas possible, Elon. Par exemple, les voitures électriques, tout le monde savait fabriquer une voiture électrique. Mais la question, c'est d'en faire une avec une autonomie très importante, au moins, on va dire 500 km, avec des performances d'accélération impressionnantes. Un coût acceptable. Un prix acceptable, etc. Et donc, toutes ces contraintes faisaient que beaucoup de gens disaient « mais arrête de rêver, ça n'arrivera pas, etc. » Pareil pour les fusées. Tu as même des gens de la NASA elle-même qui méprisaient Elon Musk. Et on voit une vidéo d'ailleurs où il est un peu au bord des larmes en parlant de, je crois, un des mecs d'Apollo 16, d'Apollo 13, pardon, qui lui dit, en gros, il le méprisait, il le prenait pour une espèce de mec, d'un maniaque, tu vois. Et ça l'a affecté, comme quoi finalement, même si quelqu'un est très résolu avec quelque chose, on est quand même touché. Parce que c'est un héros de son enfance, tu vois. Il le faisait avec son cœur, c'est-à-dire que c'était pas. Voilà, il le faisait avec son cœur. Mais en fait, Elon Musk était persuadé de réussir. Parce que Elon Musk, c'est quelqu'un, on va dire, comment expliquer ça, qui se base sur les premiers principes. Il insiste beaucoup sur les first principles. C'est-à-dire, si vous pouvez m'expliquer que la voiture électrique ne peut pas marcher, ne peut pas avoir une grande autonomie, etc., expliquez-moi physiquement pourquoi c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que je veux dire par là, pour le dire simplement, c'est que souvent on fonctionne par analogie, c'est-à-dire par comparaison. En regardant les autres, en disant mais eux ils ont pas réussi,
si eux ils n'ont pas réussi, c'est que le marché, ça révèle que c'est pas possible. Elon Musk fait toujours le processus d'analyser à fond les choses pour savoir si vraiment c'est possible ou pas. Voilà. C'est peut-être un peu abstrait. Non, du tout. Ça me fait penser à une citation que tu avais isolée de Musk quand il dit les gens travaillent mieux lorsqu'ils savent quel est l'objectif et pourquoi. Il est important que les gens aient hâte de venir au travail le matin et qu'ils aiment travailler. C'est toujours la question du sens. C'est-à-dire peu importe la difficulté, si on arrive on estime que l'objectif est atteignable, après on peut déplacer des montagnes pour vraiment y arriver, quoi. C'est assez impressionnant. Alors, mais c'est vrai que je comprends par exemple que les membres de la NASA puissent avoir un rejet d'Elon Musk, parce que finalement c'est toujours la même chose. Les visionnaires ont de l'avance et donc parfois ils disent des choses qui paraissent incompréhensibles, absolument impossibles pour le commun des mortels. Et il y a quand même dans le principe même de vouloir concurrencer la NASA, il y a une arrogance. C'est-à-dire que Musk arrive et dit bon, la NASA va pas aller vers là où je veux aller, donc je vais faire ma société. Il y a même plus que ça. Moi j'ai vu une vidéo, il parle au pont de la NASA de ça, il dit dans 10 ans vous êtes tous morts. Et le mec il débute, quoi, tu vois. Ou le mec est un fou ou c'est un génie, quoi. Oui, c'est ça. Mais remarque, pour l'automobile, il a quand même mis une claque à tout le monde. Ça a mis du temps, mais maintenant Tesla. Bah ouais, Tesla, en fait, ce qui est même impressionnant, c'est le côté un peu prophétique de ce que dit Musk. En fait, Musk, il avait un plan en plusieurs parties pour Tesla. En fait, il disait d'abord, on va fabriquer une voiture très chère, dans les 100 000 €, c'est le Roadster, qui sera réservé à l'élite, qui voudra, l'élite, à des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont désireux, on va dire, de financer la transition vers l'énergie renouvelable. Ouais. Et donc il y a des gens comme Leonardo DiCaprio qui l'ont acheté, donc ils ont produit je sais pas combien, pas beaucoup, peut-être 50 000, tu vois, mais ils s'en sont servis de ces bénéfices pour produire le deuxième modèle qui était dans les 60 000 €. Voilà, je sais plus, c'est une berline, je sais plus laquelle, je crois que c'est la modèle S, c'est la deuxième, donc qui était un peu moins performante, mais quand même d'excellente qualité, avec en plus le début du développement de la conduite autonome. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut comprendre une chose, c'est que Tesla, c'est avant tout une société d'informatique, en fait. Ouais. Le cœur, en fait, de ce qui... bon, après, c'est contestable, c'est discutable, mais une des raisons pour laquelle l'action Tesla est très, très haute, c'est parce que Tesla a une avance extrême par rapport aux autres en matière d'IA et de conduite autonome. Et en fait, le marché estime que Tesla, non seulement a une supériorité matérielle, etc., comme on a compris, mais s'ils arrivent à mettre en place la conduite autonome sans intervention humaine, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la plus-value qu'une voiture représente. Ouais, vous pouvez envoyer votre enfant à l'école sans vous piloter. Vous pouvez mettre... Tesla a prévu que la flotte Tesla, ou en tout cas, vous pourrez vous-même mettre votre voiture en location, comme un Airbnb, une espèce de flotte Tesla, tu vois, je comprends. D'abord, c'est inimaginable. C'est un autre monde. C'est un autre monde, mais s'ils arrivent à le mettre en place et que les autres sociétés n'arrivent pas à faire les investissements pour copier cette technologie à temps, elles vont mourir. Ouais, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Tesla a une valeur qui lui permet de racheter quasiment toutes les sociétés automobiles du monde. Oui, on a vu la valeur on l'a vu, on pourra boursière, peut-être la mettre dans la vidéo, c'est incroyable. Elle est magnifique. Ouais. Donc 2008, c'est une société qui vaut rien, qui est au bord de la rupture, de la banqueroute. Là, on est en 2020 et la valeur, elle est, je sais pas, 700 $ par action, c'est une valeur gigantesque. Ouais. Oui, c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'initialement, je ne sais pas si ça faisait partie des rêves de Musk de révolutionner l'industrie automobile. Il l'a fait aussi pour stimuler son plus gros projet, ce qui lui tient le plus à cœur, c'est-à-dire partir à la conquête de Mars. Ça aussi, c'est incroyable. C'est-à-dire quelque chose qui est révolutionnaire finalement pour l'humanité entière, mais qui n'est qu'un outil pour lui pour avoir ensuite les coups des franches et pouvoir Il y a une citation là qui correspond bien à ce que tu dis. Quand quelque chose est suffisamment important, vous le faites même si les chances ne sont pas en votre faveur. Ouais. En fait, il disait ça par rapport à une question qu'un journaliste lui demandait en lui disant mais pourquoi vous le faisiez alors que... En fait, ce qu'il veut dire, c'est que voilà, c'est... Par exemple, c'est comme, pour prendre un autre exemple, même si on a une chance pour 1000 de prendre un météorite mortel sur la Terre, il est évident que si on avait un météore qui arrivait là, qu'on prévoyait qu'il allait impacter dans 10 ans, on devait mettre tous les moyens nécessaires. On ne peut pas se permettre de prendre ce risque. C'est un peu la même vision qu'a Musk, même s'il pensait sincèrement qu'il avait une chance sur 10 de réussir. Hein. Tesla, il l'a quand même fait. C'est vraiment... En fait, il faut comprendre que je suis persuadé que Musk, à une certaine époque, ça aurait été Alexandre le Grand, ça aurait été un conquérant. C'est exactement ce que j'allais dire. Des risques. Parce que Alexandre le Grand, tous les grands conquérants, même Napoléon, ont pris des risques. Non seulement des risques stratégiques, mais des risques physiques sur le champ de bataille. Napoléon était blessé un grand nombre de fois. Alexandre le Grand, je comprends même pas comment il peut tenir debout. C'est vrai que c'est fou. Mais c'est pas des blessures, c'est pas des écorchures, hein, c'est des flèches dans la jambe. Non, mais c'est la folie. Plein de gens seraient morts à cause de ça. Puis il y a aussi une part de chance. On dit toujours forcer son destin, forcer sa chance.
Ouais. Et quand en fait on a une vision, évidemment il ne s'agit pas de l'inconscience, se mettre en danger volontairement et sans raison, mais quand le projet le commande, c'est pour ça que capitaine d'industrie ça lui va bien, parce qu'on le voit un peu comme un chef des armées, quand il pousse comme ça ses hommes à donner le meilleur. Parce que les gens, quand tu dis industriel, ils font ils imaginent un gros capitaliste avec un gros chapeau qui fume un cigare. Déjà cette vision est grotesque. Un industriel, c'est un mec qui bosse énormément, qui a une compréhension technique de tout ce qu'il fait, une compréhension managériale, qui a une culture générale. C'est un chef. Voilà, enfin, c'est à moins que ce soit le fils à papa industriel, mais c'est globalement c'est un super ingénieur, quoi. Ouais. Bah, évidemment, on va parler encore de conquête spatiale. C'est fascinant, je pense que ça fascine tout le monde ici. Mais pour moi, une des victoires symboliques de SpaceX, c'est avoir envoyé Thomas Pesquet, en fait. D'ailleurs, c'est une défaite pour l'Europe, d'une certaine manière. Que, on va dire maintenant. On peut dire une victoire pour l'Occident, défaite pour l'Europe, pour faire un petit paradoxe. En quelque sorte, oui. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, maintenant, on peut dire que SpaceX concurrence la NASA ? Ou est-ce que c'est encore un peu une vision de fan de Musk ? SpaceX est un prestataire de la NASA. Ah oui, parce que la NASA l'a racheté, je suis bête. Non, la NASA n'a pas racheté. Non, la NASA, en fait, est un prestataire, c'est-à-dire achète les services de SpaceX. Ah d'accord. C'est une façon intelligente de faire. Comme ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, et que l'économie de marché, l'entreprise privée est plus efficace, disons que la NASA, je ne sais pas ce qu'ils font, ils font certainement encore beaucoup de choses, mais ils font moins de choses qu'avant. Avant, ils faisaient tout. Apollo, tout ça, c'était tout. C'est ça. Et un peu, c'est une façon, un peu comme le toyotisme, pour ceux qui comprendront, c'est avoir des prestataires qui travaillent pour toi, plutôt que tout centraliser, quoi. Est-ce que tu penses que Musk a ouvert la voie à une conquête par des sociétés privées comme ça de l'espace, qui a un côté un peu excitant et effrayant, tu vois. On dirait un peu dans Alien, la société Yoodland Yutani. C'est ça. Comme ça, j'ai oublié là. C'était japono-américaine qui conquiert. Toujours rassurant à ce que les États chaperonnent un projet, parce qu'on se dit, ils ont des responsabilités, il y a des, alors que quand c'est une société privée, tout est possible. Même dans Contact, tu sais, il y a un millionnaire qui a une société privée qui envoie Jodie Foster, tu sais. Super film d'ailleurs, je te remercie de me l'avoir conseillé, c'est excellent. Alors ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas seulement Tesla, il n'y a pas seulement SpaceX, il y a une société, alors Musk a une société par exemple, tu me disais tout à l'heure, je n'étais même pas au courant, Boring Company, dont l'objectif est de créer des tunnels comme ça sous les villes pour que les voitures se déplacent et désencombrer le trafic. En fait le problème est assez simple à comprendre. Les villes, il y a une densité de population importante. On construit en fait, schématiquement, on construit beaucoup en hauteur, mais on ne construit pas en vertical. On a des routes qui correspondent à une densité de la ville quand elle était il y a 50 ans, tu vois. Et on a évidemment de plus en plus de véhicules parce que les gens accèdent à un pouvoir d'achat. Donc toutes les métropoles du monde sont et Paris, c'est pas la pire, hein. Tu vas Los Angeles, c'est catastrophique par exemple. Le trafic, des bouchons énormes. Non mais c'est des crises nerveuses. Donc en fait la solution de Musk, alors il y a des petites solutions, vous pouvez rouler à vélo, enfin on va pas tous rouler à vélo à 50 balais et tout, vous n'allez pas emmener vos enfants à vélo, donc vous pouvez rouler à vélo, le transport en commun, des trucs comme ça, mais donc on va dire la solution radicale en fait de Musk, c'est de créer de nouvelles routes sous les routes, donc c'est le principe du tunnel, quoi. Donc imaginez, je sais pas, vous à Paris vous entrez Charles de Gaulle Étoile et vous ressortez à Châtelet par exemple, des trajets comme ça. Oui, il y a déjà des tunnels, mais simplement qui seraient plus longs, qui permettraient vraiment de... Et en fait il se sert de machines excavatrices automatisées et qui font des tunnels plus petits, plus étroits et beaucoup moins chers, parce que si j'ai compris, en fait plus le tunnel est gros, plus ça augmente un peu exponentiellement les coûts de fabrication. Oui, parce que dit comme ça paraît impossible de faire des tunnels, pas impossible, mais on se dit ça va coûter une fortune de faire des tunnels qui font des kilomètres comme ça sous la ville. Puis même on se pose des questions, est-ce que la structure même de la ville va pas être chamboulée par ces tunnels? Lui il répond que non, en fait, à sa façon de faire, surtout si on les fait assez en dessous, c'est pas un problème. En plus, les tunnels sont particulièrement... c'est un des meilleurs endroits, paraît-il, en cas de tremblement de terre, par exemple. Oui, bien sûr. Les arguments comme ça... Après, concrètement, il y a un tunnel qui a été fait récemment à Los Angeles, à Las Vegas, et c'est un peu un échec parce qu'en fait la vitesse de déplacement est lente. Après, c'est une espèce de tunnel peut-être prototypique, tu vois, c'est pas forcément une réussite. Alors une chose quand même, quand on dit qu'il a plusieurs sociétés, oui, en fait, il fonde des sociétés, il investit. Enfin, c'est pas un investisseur, mais disons, il s'est investi personnellement, mais souvent en fait, il délègue. Oui, bien sûr. Voilà, par exemple, donc il crée les projets, on va dire. Il supervise. Il supervise, voilà. Là où il est vraiment investi, c'est plutôt SpaceX et Tesla, et c'est déjà... Il a 5 enfants. SpaceX, Tesla... Plus il y en a 6 même, je crois.
nouveau enfant, il a 6 avec les Grims. Enfin bon, je sais pas comment il fait. Personne ne comprend comment il fait. Il dort assez peu. Oui. Bon, après, il faut imaginer quand même quelqu'un qui a autant d'argent délègue l'éducation de ses enfants en grande partie, évidemment. Mais par exemple, une anecdote amusante, SpaceX et Tesla ne sont pas situés au même endroit. Donc pour aller de Tesla est à... je ne sais même plus en fait, vers San Francisco quoi, et SpaceX ça va être à Los Angeles, c'est là où il y a l'industrie astronautique. En fait, il prend son avion personnel pour y aller régulièrement quoi. C'est quand même un peu fatigant comme s'il bien sûr. Je veux dire, cet homme a une puissance corporelle aussi, une énergie. C'est pas seulement un intellect. Quoi, c'est ça. Il allie c'est un peu un surhomme quelque part. Souvent on parle de surhomme et tout, vous en cherchez, vous en avez un. Quoi. Il en est l'incarnation. Résistance au stress exceptionnelle aussi. Il y a une citation là, si on peut la retrouver. Ça c'est incroyable. La plupart des gens s'écroulent en fait sous le poids du stress. Et Musk est plutôt stimulé en fait par le stress et il donne le meilleur de lui-même à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui part. La plupart des gens perdent pied face au stress, raconte un collaborateur. Elon, lui, devient hyper rationnel. Il reste capable de prendre des décisions à long terme très claires. Plus ça devient dur, mieux il se comporte. Je n'ai jamais rencontré une telle capacité de souffrance. Si son mental tient, c'est son corps qui lâche. Il lui arrive de paraître absolument épuisé. Ce ne sont pas des poches qu'il a sous les yeux, mais d'obscurs et profonds vallons. On voit aussi le surinvestissement. On se dit comment quelqu'un comme ça peut... Mais... Oui, voilà, c'est un ensemble de qualités, mais quelque part, c'est les gens à haute responsabilité qui résistent au stress. C'est pas une faculté exceptionnelle, c'est juste une accumulation de facultés. Vrai. Mais il est bon de le rappeler. Si quelqu'un, par exemple, s'engage dans un projet, le stress va de pair avec l'ambition d'un grand projet. Il faut savoir le gérer, sinon vous n'y arriverez pas, tout simplement. Elon Musk aussi, une autre phrase, on va dire, un peu élitiste, un peu... très méritocratique. Il dit si vous avez besoin d'être motivé pour faire un projet, ne le faites pas. Oui. Ça doit venir de vous, c'est intrinsèque. Effectivement. Cette façon de penser. C'est logique parce que si tu dois utiliser de l'énergie pour te motiver, c'est déjà une énergie qui n'est pas mise dans le projet lui-même. C'est pas absurde. Ah bon, les tunnels, c'est vraiment pas le plus important dans ce que encore que s'ils faisaient que ça serait déjà impressionnant. Il y a aussi l'Hyperloop. Et je trouve que l'Hyperloop, c'est un projet excitant, mais qui semble être un peu au point mort. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'Hyperloop ? L'Hyperloop, c'est un système de transport basé sur l'air faire déplacer une navette dans de l'air comprimé sous du vide, avec de l'air qui la propulse par derrière. Alors en théorie, ça diminue énormément les frictions, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite et pour un coût beaucoup sans consommer d'énergie. En consommant moins en tout cas. Alors, je peux pas vraiment dire si c'est au point mort, mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que d'abord, encore une fois, il n'a pas le temps de tout faire. Mais ce qui se passe, c'est que je crois SpaceX supervise et subventionne un certain nombre de projets de personnes qui sont censées appliquer. En fait, Elon Musk a posé un cahier des charges, a rédigé un document que j'ai lu sans comprendre tout, bien entendu, mais par curiosité, j'ai voulu regarder. Et en posant, on va dire, les bases physiques de ce que c'est un Hyperloop. Et donc, il y a plusieurs sociétés qui ont travaillé dessus, qui ont fait des petits tronçons courts. Mais effectivement, il me semble que pour le moment, je ne sais pas si c'est au point mort, mais en tout cas, c'est pas bien sûr, de toute façon, c'est un projet qui prendra des années. Mais c'est vrai que ce qui est en plus génial, c'est comme il a plusieurs sociétés et quand il fait avancer la technologie avec Tesla ou avec SpaceX, il utilise en fait cette nouvelle technologie dans d'autres projets. Il réfléchit à comment il peut utiliser en fait ce que ces ingénieurs ont réussi à créer. Mais là, en l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. C'est une vieille idée en fait, l'Hyperloop qui reprend, En fait, je crois qu'en gros, physiquement, c'est censé marcher, mais il doit y avoir des contraintes qui m'échappent, je ne comprends pas, qui font que c'est difficile à mettre en place. Il n'investit pas de toute façon 100% de son temps là-dedans. En tout cas, si ça fonctionne, c'est TGV subsonique serait capable d'aller à 1200 km/h, c'est-à-dire plus vite qu'un avion. Ça paraît incroyable. C'est vrai. Et ce serait très important, par exemple, aux États-Unis. Ça révolutionnerait la vie aux États-Unis, puisque c'est un territoire énorme. Effectivement. Tu peux travailler dans une grande ville et vivre à la campagne et tu vas en 20 minutes, par exemple. C'est fantastique. C'est vrai. Peut-être que je me dis, parce que les gens pourraient se dire, mais qu'est-ce qui justifie ça, étant donné qu'on a les avions ? Peut-être la capacité, tout simplement. Dans un TGV, il peut y avoir plus de monde. Oui, bien sûr, la capacité, le coût, le bruit des avions, il y a plein de phénomènes en fait. C'est comme par exemple, les gens lui disent mais c'est sympa vos voitures, mais pourquoi vous faites pas des voitures volantes ? En fait, il explique d'abord ça fait beaucoup de bruit dans une ville.
voiture volante, ça coûte cher en forme physique parce qu'il faut faire voler un véhicule, alors que rouler, il y a beaucoup moins d'énergie nécessaire. Si vous poussez un objet là comme ça, c'est beaucoup plus facile que si vous le levez, pour prendre un exemple. Bien sûr. Donc les voitures volantes, il y a des gens qui travaillent dessus, mais il semblerait que ça restera quelque chose d'un peu aussi coûteux qu'un hélicoptère. Oui, bien sûr. Donc c'est pas de mal à veille. Je pense que si c'était possible facilement, il l'aurait fait, quoi. Oui, bien sûr. Puis imagine le trafic aérien, tu sais, collision de bagnole, ça tombe sur la gueule. Oui, non, mais même le 5e élément montre bien ce qu'une ville encombrée de voitures volantes serait, effectivement. On va parler de la société Neuralink, qui est un projet très très important d'Elon, qui est moins connu évidemment que Tesla, que SpaceX. Tesla, des belles bagnoles électriques qui vont très vite, ça fait rêver tous les mecs. L'espace, ça fait rêver tous les humains. Neuralink, ça fait un peu peur. Alors qu'est-ce que c'est Neuralink ? Alors Neuralink, c'est une société qu'il a fondée en 2016. On va dire une société de neuro-enhancement, c'est-à-dire d'amélioration du cerveau neuronal. Ça paraît très science-fictionnel, mais c'est pourtant la réalité dans laquelle on vit. Et donc, c'est une société, concrètement, qui design et construit une interface de cette taille-là, à peu près, un peu plus petite, en fait, genre une grande pièce, une grande médaille, qui se place dans le cerveau, c'est-à-dire pas dans le cerveau, mais en fait au-dessus du cerveau. On découpe en fait, on fait une fine incision peu visible avec une machine automatique de chirurgie. Et je sais, ça paraît foufou, mais c'est pas un livre de science-fiction. C'est le calme avec lequel tu le dis, qu'on ouvre le cerveau, on met une puce dedans, on va bien. On lobotomise, c'est normal. On n'est pas endormi, bien sûr. Tout ça, c'est sans anesthésie, évidemment. Non, pardon, je t'ai interrompu. Non, c'est grave là. Non, et donc en fait, la fonction de cette machine. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, on va réexpliquer quand même les détails techniques, c'est que l'opération n'est pas faite par un chirurgien, parce que ce serait trop complexe à faire pour des mains humaines, parce que en fait, via cette petite galette, des milliers d'électrodes sont posées dans les zones du cerveau qui nous intéressent. Alors, des toutes petites électrodes, de la taille plus fine genre 10 fois plus fin qu'un cheveu par exemple. Et en fait, c'est une machine automatique qui les dépose. On voit la machine en fait qui fait la chirurgie, une incision, ça va très vite. Un humain ne pourrait pas, c'est trop fin, trop complexe. D'accord. Il y aurait des erreurs. Et donc le but, c'est de stimuler, de percevoir ce qui se passe dans le cerveau, d'abord de lire en fait l'activité électrique du cerveau, parce que le cerveau est une machine électrique, et également d'influencer sur les zones qui nous intéressent. Alors pour le moment, on n'en est pas là, mais concrètement, le but premier d'Elon Musk, en fait, le but premier de Neuralink, c'est corriger, soigner certaines maladies du type dépression sévère, autisme, schizophrénie. Les maladies neuronales, en fait. Les maladies neurologiques, voilà, les plus qu'on a identifiées à un niveau neurologique. Également aussi, il explique, intéressant, que c'est très efficace, si on agit au niveau neurologique, c'est très efficace pour réduire la douleur. Ah oui. En fait, parce que actuellement, pour réduire la douleur, on prend des médicaments qui agissent sur les neurotransmetteurs, qui par exemple bloquent les neurotransmetteurs de la douleur, qui fait qu'on ne les perçoit pas. C'est le principe de la morphine, qui reproduit ce que l'endorphine fait naturellement, mais c'est pas efficace parce que ça va pas à l'endroit qu'on veut. Bien sûr, les effets secondaires. Si la morphine fonctionnait à 100%, on saurait les effets secondaires. Alors là, en fait, à un niveau neurologique, et ça, je sais que je l'avais déjà lu avant, c'est ultra efficace, c'est total en fait. On peut complètement supprimer la perception d'une douleur, par exemple. Ça va changer des vies. Enfin, c'est vraiment encore une fois. De toute façon, tout est révolutionnaire. Quand on touche au cerveau, tout est révolutionnaire. Rien que déjà ça, c'est révolutionnaire. Oui. On peut faire, je sais pas, on peut... Parce que ce que tu n'as pas dit, alors là, moi, ça m'a créé un espoir pour tous les gens qui sont paralysés, par exemple. Ah oui. En fait, pour les paraplégies, ça peut aider parce que ça va... J'ai lu le truc, c'est tellement complexe, je sais même pas comment le reproduire, l'expliquer aux gens. En gros, quand tu es paraplégique, c'est que ta moelle épinière est rompue. Ouais. Donc, il y a une transmission de l'information qui se fait pas entre le bas du corps et le cerveau. Et en fait, le Neuralink permettrait, dans une sorte de connexion, avec une connexion Wi-Fi, en fait, de transmettre l'information du cerveau à la jambe sans passer par la case moelle épinière. C'est comme vous avez une section coupée, quoi. Imaginez des nerfs coupés, l'information passe pas. Donc, la seule façon de faire, c'est de capter l'information au niveau de la tête, je crois. Je crois que c'est la tête, et puis de la réenvoyer en fait au niveau du bas de la colonne pour que la chose se passe naturellement. Et pour Elon Musk, c'est pas quelque chose, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en fait. Oui, c'est ça qui est incroyable. Il le présente. Je vous invite à taper sur Internet si ça vous intéresse. Vous tapez Neuralink, présentation. Vous allez voir, il y a plusieurs vidéos qu'ils ont fait. D'ailleurs, on voit les progrès qu'ils ont fait, impressionnants. Il y a la version 1 qui était, je crois que c'était au bord du crâne. La version 2, on la voit plus, elle est sous le crâne. Et donc voilà, c'est des maladies comme ça. Et après, à terme, c'est bien évidemment augmenter l'intelligence humaine, augmenter les performances. Par exemple, je sais pas, constater simplement la puissance de calcul des ordinateurs. On est complètement largué, il n'y a plus de calculateur humain, c'est une évidence, personne n'en parle. Mais c'est également le cas pour la mémoire.
la mémoire d'un ordinateur est sans comparaison. Bien sûr. La mémoire visuelle, la mémoire de tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais une telle mémoire visuelle. Donc, encore une fois, c'est vrai que ça paraît tellement science-fictionnel de dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce petit con là sur le canapé? Qu'est-ce qu'il nous raconte qu'en fait on peut avoir la mémoire? Je ne pourrais difficilement vous l'expliquer en termes scientifiques, mais en gros, le cerveau est une machine faite de viande, et si on arrive à interfacer cette machine avec une machine faite de silicium, on pourra augmenter nos capacités. Oui. Et pourquoi Elon Musk veut le faire? D'abord parce qu'il est transhumaniste, il n'a pas besoin de le dire, il le fait. C'est un mot en fait qui est un peu politique, qui ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, c'est une évidence, ce transhumanisme. D'abord, toute la civilisation est une aventure transhumaniste. À partir du moment où on a inventé des chaussures et qu'on n'a pas marché pieds nus, c'est une forme de prothèse, c'est une forme de chose. Donc je fais un petit hors-sujet. Non, mais la recherche du confort, où commence le transhumanisme, où s'arrête-t-il? C'est ça la vraie question. Par exemple, changer un cœur, c'est pas ton cœur, alors à ce moment-là, c'est déjà ça. Et là, déjà, on est déjà dans quelque chose. En fait, les gens font une distinction entre des choses qui sont évidentes, comme par exemple une greffe, et des choses qui ne sont pas. Mais en fait, c'est un processus graduel, exponentiel, qui commence depuis toujours. C'est comme quand on avait parlé de Kaczynski, il n'avait pas tort dans l'analyse. C'est soit on détruit la société industrielle, soit elle va de plus en plus s'améliorer, et on ne pourra rien faire, parce que ne serait-ce que la concurrence entre les pays, si nous on n'est pas transhumanistes, les Chinois le seront. Ils le sont déjà d'ailleurs. Donc, c'est comme la différence entre la médecine réparatrice et la médecine amélioratrice. Il n'y en a pas. Si par exemple, tu as une vision de merde, on propose d'avoir des bons yeux, et on propose d'avoir 15 sur 10, c'est quoi la différence? Tu vas accepter d'en avoir 15 sur 10? Bien sûr, mais c'est des distinctions. C'est comme ces débats, par exemple, sur l'augmentation du QI. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Ça sera sûrement beaucoup plus complexe. La science, tu sais, je vais te dire, c'est un peu comme les grands projets artistiques. Quand tu as un réalisateur qui dit, je vais faire le film de ma vie, ça sort l'an prochain, puis ça sort 10 ans après. Quand Laurent Alexandre, par exemple, dit, on va mettre une puce qui augmente l'intelligence, il dit ça arrivera en 2040, ça arrivera peut-être en 2080. Mais le fait est que ça arrivera forcément. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est l'hypocrisie des gens qui disent, moi, jamais je n'augmenterai l'intelligence artificiellement de mes enfants. Je veux pas que mes enfants soient une machine. Vos enfants seront complètement cons dans un monde où, où tout le monde aura 150 de QI, ça n'aura pas de sens. Et puis, vous imaginez le niveau de maltraitance? C'est de la maltraitance, en fait, dans un monde comme ça. Si vous ne permettez pas à votre enfant d'être au niveau intellectuel des autres enfants, c'est une forme de maltraitance. Ouais. Alors, justement, pour couper court à un argument systématique qui arrive contre le transhumanisme en disant « Oh, mais c'est une vision élitiste. » En gros, entre guillemets, il n'y aurait que les riches qui auraient accès à cette technologie, par exemple. Eh bien, chers amis, sachez que Elon Musk, dans sa présentation de cet appareil, pense que l'appareil pourrait coûter dans les $500 à un moment donné. Fou. Ce qui est rien. Parce qu'en fait, matériellement, ce qui coûte, si vous voulez, vous comprenez bien, dans la fabrication d'un objet, c'est le coût matériel. Par exemple, une voiture coûte très cher. L'aluminium, la peinture, le moteur, la matière première coûte très cher. Mais un disque comme ça qu'on met dans la tête dans une opération, ça coûte pas cher en composant, ça coûte très cher en développement. Voilà, bien sûr, c'est trouver le moyen de le faire. C'est pas choquant. Alors évidemment, au début, ça coûte très cher, mais vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez financer des ingénieurs en leur payant le SMIC? Donc forcément, ça coûte extrêmement cher en développement. C'est tout à fait normal, c'est le cycle de vie. Et d'ailleurs, c'est normal qu'au début, les choses coûtent cher et soient payées cher par les gens qui ont de l'argent, extrêmement cher. Et après, avec les bénéfices réalisés, on développe des modèles moins chers et pour les vendre aux classes moyennes. Et ça a toujours été comme ça, jusqu'au tiers-monde. Bien sûr, comme les téléphones portables. Dans les 90, il n'y avait que les gens qui avaient du fric qui avaient des téléphones portables. Maintenant, tout le monde en a, même en Afrique, les gens ont des iPhones, effectivement. Bon, j'ai fait un petit aparté, mais c'est important quand même la question du coût, parce que je sais que c'est vraiment important, parce que beaucoup de gens se représentent en fait en schéma de pensée en disant les riches font l'avoir, transhumanisme égale riche, égale société des dominants, je sais pas quoi, des dieux et des inutiles, pour reprendre le terme de Yuval Noah Harari. Et les gens se disent Bill Gates l'auront, mais pas nous. Ouais, voilà, non, en fait, non. Et heureusement, et moi, personnellement, c'est vraiment le truc qui m'émeut le plus et qui me touche le plus. Et j'ai un point de vue assez radical, mais en fait, SpaceX, ça me laisse froid. Je sais que c'est assez... Ouais, je sais que c'est bizarre de dire ça. Explique pourquoi. Con, en fait. Moi, je suis un transhumaniste depuis longtemps. J'ai lu Ray Kurzweil peu après la publication de son livre le plus important en 2004, je crois. Et j'ai compris, en fait, que l'IA arrivera bien avant bien avant. Et d'abord, c'est un sujet beaucoup plus important que la colonisation spatiale. Ouais. Et ça arrivera bien avant que la colonisation spatiale soit développée et qu'on soit sur plusieurs planètes. C'est très difficile, en fait, de se déplacer en termes espace. de timeline, en termes de comparaison, tu vois.
D'ailleurs, un débat intéressant, il y a un débat une discussion plutôt entre Elon Musk et Demis Hassabis. Alors Demis Hassabis, c'est le créateur de DeepMind, la société la plus avancée en IA c'est Google, Terre, ça. Qui appartient à Google, qui a été racheté sur Google, qui d'ailleurs cherche à reprendre un peu leur indépendance ces derniers temps. C'est intéressant. Et en fait, Elon Musk disait, mais justement, enfin, ils avaient une discussion sur la dangerosité de l'IA. Elon Musk disait, mais justement, si jamais on a un accident très grave avec l'IA qui devient autonome et de ça, on sera sur plusieurs planètes, on sera capable de survivre quoi, malgré ça. Oui. Et donc, en gros, Demis Hassabis lui aurait répondu un peu en rigolant, mais l'IA nous suivra où on nous ira en fait. Ouais, ils viendront nous tuer sur Mars. Bah oui, c'est-à-dire que c'est pas faux. Une IA, bon, on va pas reparler de ça, ce serait long, mais une IA qui serait malveillante et qui serait elle serait tellement supérieure à nous intellectuellement que vous pouvez aller sur Vénus, elle viendra vous chercher. Donc, et moi, je suis complètement d'accord avec ce point de vue, c'est-à-dire que j'admire Musk évidemment comme j'admire aucun homme de notre époque, c'est l'homme que j'admire le plus. Mais pour moi, ça reste, en fait, c'est quelque part un rêve d'enfant qu'il poursuit depuis toujours. C'est très beau et tout, l'exploration. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment l'IA, résoudre le travail sur le problème de l'IA. C'est toujours un peu arrogant de dire ça parce que moi, je ne travaille pas du tout sur le problème de l'IA, mais je veux dire, on peut quand même en parler intellectuellement. On peut avoir un avis. Voilà. On peut donner un avis sur un film centralisateur. Exactement, voilà. Et donc, le problème de l'IA et Neuralink s'attaque à un problème autre qui est le problème de la convergence nécessaire entre l'intelligence humaine et l'intelligence non humaine. Parce que, pour le dire d'une autre façon, la part de l'intelligence non humaine sur Terre est en train d'augmenter. Voilà, et elle augmente de plus en plus. Et à un moment donné, on va arriver à un terme, on ne doit pas arriver à ce moment où on va être largué par cette intelligence. Ouais. On va être des espèces de chimpanzés, on va courir après, on va servir à rien. Donc la vision d'Elon Musk, et c'est ça qui est beau justement dans ces projets, pour faire encore un petit aparté, c'est que Elon Musk crée pas des entreprises pour gagner de l'argent. Par exemple, LVMH, c'est beau LVMH. Mais finalement, ils font quoi? Ils font du prêt-à-porter, du luxe. C'est quoi la mission en fait morale de cette mission? On n'a pas vraiment, quoi, à part apporter du beau, la belle maroquinerie à tout le monde. En fait, Musk est un bienfaiteur de l'humanité, c'est-à-dire il pense au destin de l'humanité. Il y a très peu de gens qui se lèvent le matin en pensant à ça. Voilà, c'est ça. Et donc il a créé Neuralink justement parce que moi je me souviens à un moment donné, il parlait du danger de l'IA, il disait someone has to do it. Quelqu'un doit travailler sur ça. Quelqu'un doit travailler sur faire une interface de convergence, quoi. Ouais. Et il disait, par rapport à l'IA, il disait if you can't beat it, join it. Si vous ne pouvez pas le battre, joignez-la, joignez-le. Et voilà, il l'a fait, quoi. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire, oui. Ouais. Voilà, en train de le faire. Avec évidemment, quand on dit il n'est pas tout seul. Hein. D'accord, c'est le directeur de projet. Le directeur de projet. En fait, une entreprise, c'est un collectif cybernétique. C'est-à-dire, c'est un collectif de gens très compétents, travaillant sur des sujets avec des contraintes. C'est un peu, quelque part, c'est un peu comme ce que tu fais, mais multiplié par 1000 personnes. En réseau, c'est très complexe, quoi. Et donc, il n'est jamais tout seul, mais c'est bon. Je crois que c'est important d'expliquer, en fait, tu viens de le faire, mais je pense que ça humanise Musk aux yeux des gens qui le connaissent peu. Pourquoi Neuralink? C'est que Musk, même s'il est technophile, il est effrayé à l'idée qu'une IA puisse être surpuissante et décider de se débarrasser de nous. Donc en fait, quelque part, Musk a des craintes qui sont celles du tout venant, c'est-à-dire un peu le phénomène Terminator. Il a répété souvent, parce qu'on pourrait croire il est là-dedans, c'est son univers. Ce qu'on reproche d'ailleurs souvent à Laurent Alexandre, d'être technologiste de manière un peu même un peu folle, comme une religion en fait, une religion technologiste. Alors que Musk en fait a bien conscience des dangers et il essaye d'envisager des solutions à travers. Pour lui, c'est la seule solution. Mais réfléchissez, si les machines ont une autonomie, arrivent à réfléchir indépendamment de nous, si on n'a pas des capacités augmentées, on ne pourra pas lutter. En fait, on pourra juste essayer de casser les machines. Mais bon. Voilà. Et puis même si on est dans une situation où l'IA serait bienveillante et sous contrôle. On va servir à quoi? Si une IA, à partir du moment où une IA arrive à être compétente dans plein de domaines, la Terre va être un vaste zoo où en fait on va être des figurants, quoi. Donc en fait il est logique de vouloir améliorer nos performances, mais c'est pas, quand je dis améliorer nos performances, c'est pas le but, c'est pas, on va pas devenir un robot, quoi. C'est pas ça en fait, évidemment. C'est en fait avoir des capacités intellectuelles supérieures, communiquer avec des gens de façon, imaginez le niveau de communication que vous pourriez avoir avec vos amis ou votre compagne ou vos enfants. Enfin, vos enfants c'est un peu choquant comme ça, mais si vous pouviez échanger des informations. J'envisage tout à fait ce que ça peut être. Par exemple, moi je suis un créatif de l'écrit et il m'arrive assez souvent d'imaginer des phrases que j'oublie. Si j'avais la capacité de mémoriser tout ce qui me vient, ça ne va pas altérer mon imagination, mais ça va me permettre de me souvenir mieux. Comme si en fait les capacités de mon disque dur interne étaient plus grandes. Et finalement, à travers l'exemple de
Moi, ça m'a marqué, ça. En fait, à un niveau, je sais pas, ça m'a fait représenter mieux la chose. Que le cerveau puisse envoyer une information en Wi-Fi à une autre partie du corps sans passer par les nerfs. Ouais. En fait, notre cerveau est un ordinateur, en réalité. Et quand tu le comprends comme ça, il y a un côté un peu, je sais pas comment dire, je sais pas, on a parfois une vision poétique de ce que peut être l'âme, l'inspiration, mais d'un autre côté, d'imaginer que notre cerveau est un ordinateur, ben ça montre qu'on peut le réparer, on peut l'améliorer. À l'avenir, en fait, on peut en faire quelque chose de beaucoup mieux, de parfait, en fait. Bien sûr. C'est très positif. En fait, le transhumanisme essaye de continuer le mouvement de l'humanisme. Bon, enfin, un petit aparté, mais l'humanisme, c'est l'idée d'apporter à tous les humains des conditions d'éducation, les lumières, en fait. En gros, ça apporter les lumières à l'humanité. C'est-à-dire l'éducation, l'instruction, la connaissance. Ouais. Et finalement, le transhumanisme, c'est un peu la même logique, mais en appliquant la technologie pour améliorer l'humain lui-même. Je diverge un peu, mais je pense que je comprends ce que je veux dire, quoi. Ouais. Mais bon, j'insiste sur le fait que vraiment Musk est effrayé plus que toi, d'ailleurs, peut-être par la puissance des ordinateurs. Non. Elon Musk signe en 2017 avec une centaine de responsables d'entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle une lettre ouverte aux Nations Unies mettant en garde contre les dangers des armes autonomes surnommées robots tueurs. Donc ça, c'est... Malheureusement... Que faire contre ça, en fait? En fait, bon, il y a eu des succès quand même. Par exemple, les mines antipersonnelles ont été interdites. Les armes chimiques sont vraiment interdites. C'est une raison pour laquelle la guerre en Irak a été faite, d'ailleurs. Parce qu'ils veulent absolument... Il y a une prolifération, une lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Évidemment, je suis totalement pour aussi. Je veux pas que l'Iran l'ait, puis après, tous les pays du coin. Donc finalement, si ça a été fait, c'est peut-être possible de le faire pour les armes autonomes. Oui. Le problème, c'est qu'il faut contrôler ce que les pays font. Est-ce que vous allez envoyer des inspecteurs contrôler ce que les Chinois font? Ça va être compliqué, quand même. Ensuite, les armes autonomes ont tellement d'avantages. Elles vont être plus performantes. Il n'y a pas beaucoup de manœuvres humaines. Il n'y a pas par exemple, quand un pilote meurt dans un avion, c'est une catastrophe humaine. C'est aussi une catastrophe en termes d'investissement, parce qu'un pilote, c'est des milliers et des milliers d'heures d'apprentissage. C'est aussi une catastrophe morale aussi. Imaginez que vous faisiez une guerre sans mort. Les États-Unis peuvent faire des guerres sans trop de problèmes, tu vois. Donc les guerres appliquent plein de problèmes. Alors que si vous aviez c'est une évidence, ce que je dis, mais si vous aviez des avions sans pilote, le coût devient marginal et de zéro, donc ça change tout. Ça va être compliqué d'interdire des armes autonomes. J'espère que ça sera interdit parce que ça fait peur. Il y a une vidéo, par exemple, intéressante, qui est une idée un peu à la Black Mirror, et qui semble tout à fait probable. Voilà. Impressionnant. En fait, ce seraient des petits drones, même de la taille d'une abeille, par exemple, qui fonceraient à travers l'œil, parce qu'en fait, le globe de l'œil, le globe oculaire est mou, qui pénétrerait dans l'œil, qui ferait exploser une charge explosive de toute petite puissance, mais très suffisante pour nous tuer. Et ces essaims de trucs qui seraient des tueurs qui repéreraient les humains, c'est pas du tout science-fictionnel, en fait. C'est possible de le faire. Il va falloir qu'on l'interdise, parce que, vous imaginez, on peut tuer n'importe qui. Oui, c'est-à-dire même le combat politique prend une autre dimension. Tu peux tuer quelqu'un. C'est la folie, en fait. Ça amène... Moi, ce qui m'inquiète, c'est un avenir névrotique où la paranoïa sera notre quotidien, parce qu'évidemment, il y aura des moyens de nuire qui seront invisibles, Donc c'est pour ça que on peut pas être libertarien, on peut pas être libéral sur ce sujet. Totalement, il faut que les États s'unissent et soient d'accord. Parce que, en fait, je pense que tous les États sont d'accord. Même tous les leaders seraient d'accord. Imaginons que cette putain de technologie dont je parle arrive. Tout leader peut se faire dégommer par n'importe qui. Évidemment, il y a besoin d'un sniper, un mec qui prend des risques. En fait, c'est comme une arme nucléaire, mais miniature. Ouais, c'est ça. C'est dissuasif. Le problème, c'est si des particuliers finissent par l'obtenir. Il faut absolument l'interdire. C'est une technologie d'un grand danger, évidemment. Alors, parlons un peu on a fait, évidemment, un tour d'horizon très rapide de tout ce qu'a fait, tout ce qu'il est en train de faire Elon Musk. Mais parlons un peu de sa personnalité. Qu'est-ce qui le rend si spécial en dehors de son intelligence? Il a également beaucoup de charisme. Enfin, 1m85, il a quand même un profil de geek, en fait. Quand il se déplace, il n'est pas genre mâle dominant. Il a un profil, psychologiquement, c'est un mâle dominant, mais c'est un homme assez pensif, assez introverti, en fait. On ne dirait pas comme ça, mais il a quand même progressé avec l'âge, etc. Mais à la base, c'est un geek. Si vous le regardez, d'ailleurs, c'est intéressant, si tu le regardes à 20 ans, il est plus moche qu'aujourd'hui. C'est vrai, il s'est amélioré. On dirait qu'il y a quasiment plus de calvitie à 30 ans. Et Bon, après, ils ont peut-être des conseillers quand même en communication. Oui, il a fait une opération, etc., par exemple, pour aux cheveux. Mais il a gagné en maturité. Il a forcément, comme tu dis, des conseillers. Mais c'est intéressant, cette transformation. La bonté de cet homme et son travail le rendent plus beau, malgré l'âge. C'est vrai, beau, en fait, comme idée. Voilà, chose comme ça. Alors, on rappelle qu'il est autiste aussi. Donc, quand tu dis qu'il est introverti, ça va avec sa pathologie. Oui, il est autiste Asperger. Et il l'a dit lui-même, après. Il a dit dans le Saturday Night Fever, je crois, c'est une émission amusante américaine très populaire.
Mais c'était assez, ça se voyait en fait à plein de choses. Mais enfin, quand on est dans l'industrie, on n'a pas besoin d'être particulièrement extraverti, particulièrement, c'est même un désavantage. Depuis, plein de gens se sont déclarés autistes parce qu'ils se croient aussi géniaux. Moi, je crois que je suis autiste. On est tous un peu autistes en fait. On est incompris par la société. La société ne comprend pas. Alors, les gens, qui les gens les nationaux aussi, trouvent que Musk a un côté mégalomaniaque, qu'il exagère, notamment dans sa gestion de la communication par rapport au Bitcoin. Pourquoi il parle du Bitcoin? Quel rapport avec tout le reste? Est-ce qu'il s'amuse? Est-ce qu'il a un plan caché? Déjà, c'est quand même un petit peu culotté de dire que Elon Musk est mégalomane parce qu'il a tout réussi. Donc, moi, je veux bien être mégalomane, mais les mégalomanes, c'est quand même des gens qui prétendent des choses qu'ils ne peuvent pas réussir. Oui, bien sûr, mais aussi des gens qui veulent avoir une influence considérable sur le monde, un orgueil. Par exemple, on a ce sentiment un peu que le Dogecoin, que sans véritable raison, Musk veut contrôler le cours en fait du Bitcoin. Alors ça, c'est du complotisme. Moi, je pense pas du tout à ça. Je pense qu'en fait, d'abord, ça te passionne ces histoires. En fait, il y a un côté merde au système quoi dans le crypto-monnaie, merde au dollar, liberté face à l'État. J'aime bien cet état d'esprit, je le comprends complètement. En fait, certaines personnes pensent qu'effectivement, il essayerait de manipuler les cours. Alors déjà, juste un truc. Si le cours d'une monnaie est déterminé par ce que dit un seul homme, c'est que c'est une monnaie de singe. Excusez-moi, c'est pas normal. Monnaie de singe. Dogecoin, je sais pas. Enfin bon, c'est pas ce que je pense réellement, mais il y a un problème. Il y a une irrationalité dans ce marché. C'est vrai. T'imagines, c'est fou quoi. Faudra voir s'il dit la même chose de l'or, si le cours de l'or descend, pas forcément. Non, c'est pas possible. Mais donc pour le Dogecoin, parlons un peu du Dogecoin. Le Dogecoin en fait est une monnaie parodique qui a été créée. Alors Doge, en fait c'est le chien, la monnaie du chien. Je m'en souviens de la création, c'est 2014, un truc comme ça. Je me dis c'est une connerie. Enfin c'était une blague. Si j'avais investi à l'époque, bon enfin comme toujours. Une blague qui rapportait beaucoup d'argent à des audacieux. Voilà. Et donc, c'était la monnaie du chien. Et en fait, pour des raisons que je ne comprends pas, cette monnaie a marché. Beaucoup de gens ont investi dessus. Alors que cette monnaie ne semble pas être une technologie différente et particulièrement intéressante par rapport à celle du Bitcoin en général. Donc, je ne comprends pas. Il me semble que ses coûts de transaction seraient peut-être plus faibles. Mais alors là, oui, c'est ce qu'il a dit. Effectivement. Parce qu'il a donné un argument que le Bitcoin, en fait, serait pas écologiste et il a l'air d'être tourmenté par ça. Voilà, je ne peux pas vraiment t'en dire plus. Mais le fait est que il a beaucoup supporté le Dogecoin récemment, mais le Dogecoin a perdu de sa valeur après le Saturday Night Fever où il a fait un sketch que je t'ai montré qui t'a fait rire, où en gros il déclare il a l'air d'aller dans le sens de dire que le Dogecoin est une fausse monnaie, est une arnaque, une escroquerie. Écoutez, moi je pense qu'Elon Musk est un troll intersidéral, c'est le master troll de Twitter. Il a déjà publié des conneries. Je me souviens, il a fait une photo de lui où c'est écrit bankrupt comme ça, banqueroute. Parce que des gens disaient qu'il irait en banqueroute. Il raconte plein de conneries. Ça se trouve, en fait. Sur les domaines qui n'est pas les siens, il ne faut pas forcément le prendre de sérieux. Il aime aussi s'amuser, jouer avec les gens. Voilà. Après, je suis d'accord avec toi, c'est que c'est irresponsable, cher Elon. Si tu nous écoutes, Elon, si tu pouvais me donner un peu d'argent, ce serait sympa. Mais par ailleurs, c'est irresponsable parce qu'il y a des gens qui dépensent toute leur économie. Ils ont confiance au gourou Elon, le mal alpha suprême. Ils mettent de l'argent et après, les pauvres, ils pensent qu'en fait, ils vont avoir une voiture de luxe et une bimbo. Puis à la fin, ils mettent une casquette McDo, tu vois. C'est pas beau. Enfin, c'est pas chic. En plus, je me souviens vraiment bien d'une semaine où il a dit tout et le contraire. C'est-à-dire, il a laissé entendre que Tesla qu'il allait revendre ses bitcoins, et à la fin de la semaine il a dit mais non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, en fait c'est ce qu'il avait dit, et donc ça a fait monter le cours et le descendre juste après. Enfin, on voit vraiment que déjà que c'est un homme qui a du pouvoir et que le bitcoin c'est vraiment on est sur de la spéculation totale. Là, le bitcoin, alors il y a quelques mois on était à 60 000 $. Tu sais à combien il est maintenant? Ouais, moins de 30 000, non? Je comprends pas. Ouais. Alors, après, attends, il y a des gens qui se font du fric avec le Bitcoin. Peut-être on est simplement trop con pour investir en moment. Je sais que la Chine est le premier pays où il y a des fermes de Bitcoin. Étonnamment, c'est pas en Afrique, c'est en Chine. Mais la Chine a... C'est un commentaire inutile, mais je le dis quand même. Non. Et la Chine, en fait, a interdit l'utilisation de Bitcoin. Donc je comprends pas parce qu'ils ferment du Bitcoin mais ils l'utilisent pas. Je crois avoir compris ça. Donc ça, c'est un des facteurs essentiels qui a baissé le coût du Bitcoin. Peut-être plus que ce que dit Elon Musk. Mais ce que dit Elon Musk joue aussi. Alors concrètement aussi, il a fait une chose, Elon Musk, c'est que, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que Elon Musk, c'est comme une horloge sur laquelle toutes les autres horloges se règlent. Donc c'est pas lui-même uniquement. Par exemple, Tesla acceptait les paiements en Bitcoin il y a quelques mois. Et c'est ça surtout qui a fait du mal, c'est qu'il désormais, il y a moins d'un mois, il a dit que c'était plus le cas parce que le Bitcoin, en fait, il a considéré que le Bitcoin n'était pas assez écologique. Et c'est vrai.
parce que voilà, ça fonctionne sur des systèmes électriques qui sont souvent alimentés par des centrales à charbon comme en Chine. Et c'est contradictoire avec son avec projet ce qu'il a voulu principal. faire avec Tesla, par exemple. Et voilà, donc même s'il aime ce projet de... Et moi, je pense pas que c'est manipulation. Je pense vraiment que, écoutez, on peut se tromper. Quand il a certaines informations, il change son fusil je veux d'épaule. dire, il y a peut-être une discussion avec des gens qui l'ont expliqué. Arrêtez de croire. Et puis manipulation de quoi? Je veux dire, si Elon Musk achetait des bitcoins par million, on le saurait. Je pense que ça se saurait, quoi. C'est pas un spéculateur, Elon Musk. C'est pas Warren Buffett, hein. Par Rothschild, c'est quelqu'un qui... d'ailleurs, il n'a pas d'investissement. Il investit que dans ses entreprises. Il n'a pas du tout de profit d'un manipulateur. C'est pas un spéculateur, en fait. Voilà, ouais. Alors, sur l'aspect politique, j'ai cherché, mais j'ai pas trop trouvé grand-chose. Il y a la question un peu bébête et de se dire, est-ce que Musk est de gauche ou est-ce qu'il est de droite? Anthropologiquement, il est de droite, vu tout ce qu'il fait, vu tout ce qu'il réussit, tout ce qu'il entreprend, la force de ses ambitions. Ceci dit, j'ai quand même trouvé deux choses. La première, c'est qu'il a été conseiller de Trump pendant 1 an, lorsque Trump a été président. Et en fait, il s'en est éloigné, soi-disant, c'est peut-être pas la vraie raison, parce que Trump en avait rien à faire du climat. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, à l'accession du pouvoir de Trump, Trump, effectivement, a approché Elon Musk et il lui a proposé, je ne sais pas s'il a proposé personnellement, on s'en fout, mais il lui a été proposé un rôle de conseiller dans la technologie, je ne sais plus très bien, à vrai dire. Et en fait, mais Musk a accepté, parce qu'en fait, il lui a dit pourquoi vous l'acceptez? Il lui a dit parce que c'est le président des États-Unis. Ah oui. Couillon, quoi. Si on me propose quelque chose et je peux avoir une influence, j'accepte, je ne suis pas un antifasciste. Et en fait, il a dû être. D'abord, je pense qu'en fait, la raison, c'est qu'il ne voulait pas être associé à Trump. Et il a raison quelque part. Sa mission est plus importante. Il ne peut pas se permettre d'être associé à Trump, qui est un repousseur pour beaucoup de gens. Donc, il doit être apolitique. D'ailleurs, Trump était apolitique avant de faire la politique. Il donnait aux démocrates, aux républicains, etc. Et ensuite, Trump était... vu ce que Trump est devenu, quand même, là, il faut quand même dire... Trump est... Il a très mal géré la fin de sa présidence, on peut le dire, mais avec le recul. Bien entendu. Et Trump est une personnalité pathologique, pour moi, qui est très obstinée. Par exemple, il a beaucoup favorisé le pétrolier, comment ça s'appelle, le pétrole de schiste, tout ça, c'est industriel. Ça ne correspond pas à Musk. Et Musk, il a dû essayer de faire ce qu'il pouvait, puis il n'a pas réussi, puis c'est tout, quoi. C'est simple. Alors, pour répondre quand même à ta question, Elon Musk est de droite. Il est pro-américain. Il a dit, par exemple, en français, j'ai traduit, je suis nauséabondamment, alors ça se dit pas en français, je suis de façon nauséabonde pro-américain. C'est là où les grandes choses sont possibles. Elle est curieuse cette phrase. Comment on pourrait l'analyser? C'est-à-dire. C'est nauséabond. Voilà. Non, mais en fait, il est américain par raison plutôt que par. Ah bah oui, bien sûr. Mais c'est. En fait, il a orienté sa vie pour aller vivre aux États-Unis, devenir citoyen américain et profiter de cette puissance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un mec intelligent, il sent les choses, il a compris. Si tu veux créer la technologie, tu vas en Amérique du Nord, quoi. Peut-être que dans certains domaines, ça peut se faire en Europe, mais en tout cas, à l'époque, ça reste malheureusement toujours vrai. Tu vas en Amérique du Nord. Tu as le français là, de comment ça s'appelle, de Moderna, ou je sais plus, là, qui est parti, un génie français, en gros, qui est parti aux États-Unis. Parce que les putains d'Européens, d'Union européenne n'ont pas financé. C'est encore. C'est là que ça se passe, sujet, évidemment. Mais voilà, ce truc-là continue, quoi. Même, encore une fois, symboliquement, que Thomas Pesquet était récupéré par SpaceX, alors qu'au départ, en fait, l'ESA, c'est un produit de l'ESA, et en fait, on ne peut pas le garder parce qu'on n'est pas à la hauteur de son ambition, finalement. C'est déplorable. Alors, pour l'aspect politique, quand même, en 2018, on a vu qu'il avait fait des dons, pas si importants que ça, d'ailleurs, par rapport à sa, on va dire, à sa fortune, au Parti républicain. Donc c'est quand même 90 000 $. Oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour lui, mais c'est un engagement quand même. Étonnant, je connaissais pas cette information, mais tu crois pas qu'il a donné aussi au Parti démocrate, non? Il peut lui redonner aux deux partis, non? Bah ouais, je pense. Parce qu'il y a un candidat qui lui a plu, qui voulait soutenir, tu vois. Bizarrement, il m'a rien envoyé à moi. J'ai surveillé. J'ai fait refresh plusieurs fois. Mais refresh, on sait jamais, t'auras peut-être des Dogecoin. Alors, il y a une autre dimension très intéressante chez Elon Musk. Elon Musk est nataliste. Vraiment. Il est un peu tourmenté par ça. Évidemment, on le saurait, il ne compare pas avec la démographie africaine. Elon Musk n'a jamais fait un discours en disant, vous savez, il faut que les Blancs doivent faire des enfants parce que les Africains en font trop. Ne cherchez pas, il ne l'a pas dit. En revanche, il a laissé entendre que l'Occident ne faisait pas assez d'enfants par rapport en fait à l'ambition qui est la sienne et qui doit être celle des hommes en fait. Par rapport à la surproduction. Alors il y a plusieurs choses. En fait, spécifiquement, ce qu'il a dit,
c'est que les femmes intelligentes ne faisaient pas assez d'enfants. Ah oui, oui. Les gens intelligents et surtout les femmes intelligentes. Bon, les femmes intelligentes, c'est les hommes aussi intelligents, parce qu'en fait, les hommes et les femmes intelligents ont le même problème. Mais les femmes intelligentes plus que d'autres, parce que les femmes intelligentes ont un problème, c'est que les femmes cherchant toujours, étant hyper gamme, les femmes cherchent toujours un homme supérieur à elles. Donc, une femme intelligente cherche un homme encore plus intelligent, qui a encore plus de réussite. Et il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr. Oui, voilà. Alors que l'homme peut-être fatigué, moi. Un homme très intelligent, il peut se mettre avec une femme socialement basse, c'est pas un problème. Sans compter qu'une femme intelligente considère peut-être que le rôle de mère ne suffit pas à la remplir intellectuellement. Voilà, aussi, ça peut se comprendre. Donc elles font moins d'enfants. Donc Elon Musk en fait déplore le fait qu'autour de lui, les femmes intelligentes font souvent 1 ou 0 enfants. Et après il élargit ce propos. Il a vraiment dit, hein, ça vous pouvez le chercher. Ah, oui, je peux vous trouver une station. Moi ça m'a marqué parce que c'est justement beaucoup de gens qui sont dans la science, la technologie, sont inquiets de la démographie mondiale, le fait qu'il y aura de plus en plus d'humains sur Terre. Et lui en fait à rebrousse-poil dit écoute, on ne fait pas assez d'enfants. Voilà. Je pense que le mieux c'est de reprendre une citation oui, je t'en prie, voilà, qui est très bonne et mieux vaut laisser parler le maître plutôt que parler à sa place. Alors, donc ça vient de l'excellent livre d'Ashley Evans que quelqu'un m'avait offert il y a longtemps, qui s'appelait La Scène. Musk a parlé d'avoir plus d'enfants. Et c'est sur ce sujet qu'il livre quelques philosophies controversées vis-à-vis du créateur de Beavis et Butthead, peu importe. Il y a ce point que Mike Judge fait dans Idiocratie, film que je vous conseille de voir, en tout cas le début, qui est que les gens intelligents, vous savez, devraient au moins maintenir leur nombre, a déclaré Musk. Comme si c'est un vecteur négatif darwinien, alors évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait au moins qu'il soit neutre. Mais si chaque génération successive de personnes intelligentes a moins d'enfants, c'est probablement mauvais aussi. Je veux dire, l'Europe, le Japon, la Russie, la Chine se dirigent tous vers une implosion démographique. Et le fait est que fondamentalement, la richesse, l'éducation et le fait d'être laïque sont tous des indicateurs d'un faible taux de natalité. Je crois qu'il a lu intelligencehumaine.com, lui. Ils sont tous en corrélation avec un faible taux de natalité. Je ne dis pas que seules les personnes intelligentes devraient avoir des enfants. Bien sûr. Ah non, évidemment. Mais je dis juste qu'ils devraient avoir au moins aussi autant d'enfants que les autres. Et le fait est que j'ai remarqué que beaucoup de femmes intelligentes ont 0 ou 1 enfant. Et vous vous dites, waouh, ce n'est probablement pas bon. Je crois qu'Elon Musk a compris le problème, en fait. Ouais. C'est que, sans même parler des différences raciales, c'est un problème général. Il faut comprendre que le digénisme, c'est un problème même au sein de la race blanche, toutes les autres races, sûr, ouais. Ça existe partout. Les gens très intelligents, depuis que la contraception est là et qu'il y a une baisse de la vision religieuse, les gens intelligents tendent à faire moins d'enfants. Pour X raisons, peu importe, mais c'est mauvais. Parce que de génération en génération, le capital génétique diminue. Alors évidemment, si on veut... Et Musk, en disant ça, lui-même a beaucoup d'enfants. Donc on va dire, il s'est mis... Il a 6 enfants, comme tu l'as voilà. dit. En fait, il en a eu 7 et un de ses enfants est mort de la mort du nourrisson. C'est terrible, mais ça arrive parfois. Et c'est son premier enfant en plus qui est mort comme ça. On voit aussi ici quand même la motivation d'un homme. Tellement de gens sont détruits par la mort d'un enfant, ce qu'on peut comprendre. Et lui, en fait, s'en relève et derrière fait 6 autres enfants. Il y a un côté indestructible, vraiment un côté demi-dieu. Je veux dire, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est quand même un événement de vie, encore une fois. On touche le surhomme. Ouais, en plus, l'enfant qui est mort, il a eu d'autres enfants avec cette même femme. Donc, il l'a motivé à avoir d'autres enfants. Par contre, attends, il a eu 2 fois des jumeaux et des triplés. Il a fait une FIV. Oui, il a fait une FIV. D'accord. Il a raison, pourquoi c'est productif. Je crois qu'il a une difficulté de conception, en fait, un truc comme ça, il me semble. La difficulté de conception, pas. Je crois avoir lu ça, mais parce que si on fait une FIV, c'est qu'on a une difficulté de conception naturelle, non? Oui. Donc a priori, je crois que c'est ça. C'est tout simplement ça. Je crois. Ouais. Alors, moi j'ai une question pour toi. Il y a une citation de Trump, non, d'Elon Musk, que tu as toi-même isolée et qui dit nous allons y arriver, en parlant des projets, notamment le fait de créer une 2e Terre sur Mars. Dieu m'en est témoin, je suis déterminé à faire en sorte que ça marche. Alors, est-ce que Musk est croyant? Alors, d'abord, aux États-Unis, c'est une traduction française à la con que j'ai fait, mais souvent ça s'utilise. Non, Elon Musk est athée complètement. Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a formulé? Ouais, il l'a dit, il croit pas en Dieu. Je l'ai entendu dire à plusieurs émissions. Il croit pas en Dieu, non, il croit. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. Y a une excentricité quand même dans le personnage. Donc on a parlé tout à l'heure de l'affaire du Dogecoin. Donner un prénom à son enfant qui est imprononçable comme ça, il y a une espèce de folie quand même. Ouais, j'aime pas ça moi. Comment tu verras? Bon, c'est juste une suggestion, on n'est pas psychologue, mais pourquoi se démarquer comme ça? Pourquoi? C'est un peu excentrique quoi, en fait, un peu comme cet aviateur un peu fou là, comment il s'appelle? Hughes. Voilà, ouais. Il a un petit peu ce côté-là. Heureusement, j'espère qu'il va pas tomber là-dedans. Et sa copine est aussi Grims.
tu as vu ses clips, c'est une artiste un peu folle. C'est celle avec qui il est en ce moment, ouais, c'est ça voilà. Ouais. Donc, je pense que les deux font qu'ils ont donné ça. Alors, ça m'a fait rire parce que les grands-parents bataillent, je crois, pour essayer de lui donner un prénom normal, quoi. Il appelle Max, ou tu vois. Bah oui, c'est. En gros, ouais. Enfin, même le naturel revient au galop, quoi. Plusieurs fois, mais je ne sais même pas comment le prononcer. C'est un peu une fantaisie, là, franchement. Ouais, non, mais. Ça va, il n'est pas parfait, il a le droit d'avoir ses petits. Ouais. Après, pas de respect aux parents, Daniel. Ah, ça. Il y a aussi des choses amusantes. Là, on est dans l'anecdote presque people, mais on voit quand même que les chiens ne font pas des chats. Il s'est mis avec cette nana qui est très séduisante et qui est l'air, je crois, est une modèle, c'est ça? Non, une chanteuse. Bon, on est quand même dans le côté de l'amour, un peu comme ça. D'ailleurs, j'apprécie le fait qu'elle soit pas très belle. C'est ce que tu dis, mais elle est considérée quand même. Non, mais d'aucuns la trouveraient sexy. Amber Heard est plus belle quand même, par exemple. Et là, ça devient une émission. En live, mais en fait, moi, j'apprécie parce que ça veut dire qu'il choisit ses femmes pas sur le physique. Il choisit ses femmes sur l'intelligence. Ce que j'allais dire, c'est genre, j'avais parlé de ton anecdote. En vacances, en fait, vous allez à la plage, vous faites dorer la pilule. Musk, en fait, il lit l'histoire de Gengis Khan avec sa compagne. Oui. On vous imaginez tout ça tous les deux au bord du feu en train de lire le même livre et ensuite se raconter c'est ce qu'ils en pensent. Sa femme, c'est pas juste elle pousse pas juste la chansonnette, visiblement c'est une intello aussi, quoi. Et c'est normal, sinon on s'ennuie, quoi. Un homme pareil s'ennuyer. Bill Gates c'est pareil. Je me souviens, il y a une anecdote où Bill Gates il va en vacances et en fait il va, je sais pas, à Hawaï, un truc paradisiaque, et en fait il prend 5 bouquins sur la neurobiologie, quoi. Et il parle de ça à sa femme, ils le lisent. C'est comme ça qu'il s'éclate. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans la stimulation intellectuelle. Bah oui, forcément. Et oui, pour parler de ça, effectivement, Elon Musk ne voyait pas ça juste comme un geek. Vous savez, enfin, les gens, des fois, ont une vision un peu... Genre, dans les jeux vidéo, tu vois, quand tu investis des points dans une caractéristique, t'es pas bon ailleurs. Tu vois ce que je veux dire. T'es très fort en intelligence, t'es pas fort ailleurs. Ouais. Bah, laissez tomber parce qu'il est fort en tout. Au grand, enfin, c'est une vision un peu... c'est une intelligence totale, en fait. C'est un peu la Rain Man, correspond pas à la réalité. Tout connaître pour tout comprendre. L'intelligence, elle est totale. Bien sûr, on se spécialise parce qu'on n'a pas un temps de cerveau infini. Mais Elon Musk, voilà, il a lu un bouquin sur Napoléon avec une citation. Il est assez fasciné par Napoléon, hein, c'est pas normal. Et il avait cité Napoléon à un moment donné sur Twitter. Donc là, tu parles de Gengis Khan. Ouais. Là, elle a une vaste culture. Après, ce que je voudrais dire, c'est que faut pas... On pourrait tomber dans un dérive inverse, et ce serait tomber dans une espèce d'adulation d'Elon Musk. Alors certes, nous, on est tout petit vis-à-vis de lui. Mais finalement, Elon Musk... Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il donne le meilleur de lui-même. Ça part mal. Finalement, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? C'est cette société. C'est quoi? Finalement, le système est responsable. C'est pas dur, finalement. L'émission qui termine mal. C'est le système qui a créé Elon Musk. Elon Musk n'est rien, en fait, lui-même. Il est produit. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu me fais peur. Ce que je veux dire, c'est que... En fait, j'essaie de trouver ce que je veux dire pendant que je d'accord. Comment j'essaie de gagner du temps. J'ai plus de génie tactique, on va dire. Non, ce que je veux dire, c'est que tout homme, il faut prendre là. En fait, Elon Musk est un modèle de travail. Okay, c'est un modèle de courage, de travail, de morale. Et quelque part, on peut tous l'être à notre niveau. On peut tous travailler dans un domaine. D'accord. Mais on n'aura pas la même. Il y a une question d'aptitude. Il y a des aptitudes que Musk a et que nous n'avons pas. Évidemment. Mais il est allé au bout de ses aptitudes aussi. Au bout de ce qu'il peut faire. Il y a d'autres exemples. Je cherche des exemples de gens moindres. Je ne sais pas. Bon, dans les militaires, il y en a plein qui ont été au bout de leurs idées. Au bout de leur capacité. Mais finalement, c'est ça le modèle qu'il nous offre. On ne peut pas se comparer à Elon Musk, c'est idiot, mais on peut se comparer en termes d'heures de travail. Alors là, ça va être compliqué pour moi. Mais... non, mais en tout cas, c'est un objectif. Voilà. C'est-à-dire, les gens peuvent dire, voilà, je suis identifié dans quel domaine vous êtes bon, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'humanité et à vous-même, et en fait, vous donnez à fond là-dedans. Tout à fait. Il y a vraiment... Et aussi l'idée du bien. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le sens de votre mission? Est-ce que vous êtes vraiment motivé par votre travail? Alors, c'est pas forcément un luxe qu'on peut se permettre quand on a 30 ans, qu'on a déjà une vie, une carrière, des enfants. Hein, quand on est libre, on peut avoir des passions. Mais voilà, quel est le modèle que les hommes nous offrent et voilà, les grands hommes, évidemment, sont les modèles suprêmes. Bien sûr. Ils sont parfois un peu loin de nous. Mais on peut quand même toujours en retirer la substantifique moelle. Oui, pour des gens qui, par exemple, n'ont pas du tout un esprit scientifique, etc., il y a d'autres manières de s'illustrer sur Terre. En revanche, je vous invite d'ailleurs à lire l'excellente biographie qui a été faite de Musk et qu'on a lu tous les deux, parce qu'elle est motivante et elle montre comment on peut aller au bout de soi. Et bon, c'est une banalité confondante ce que je veux dire, mais la fierté qu'on peut avoir à tout donner et à se dépasser, voilà, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est vraiment cette sensation qu'on a quand on a des hommes comme Musk. On ne peut pas accepter de vivre à moitié, je trouve. Enfin, c'est ça, quoi.
Ouais, c'est effectivement. Que veux-tu dire pour conclure? Eh ben, peut-être qu'on pourrait citer quelques livres que Musk recommande, par Allez. exemple. Pourquoi pas? Ça peut stimuler les gens à lire ses livres. Exactement, ouais. Alors, il faudrait d'abord que je trouve une partie des livres. Oui, parce que comme tu disais, ce qui est intéressant aussi chez Musk, c'est qu'il Voilà. n'est pas uniquement scientifique, technicien, ingénieur. Il lit des bouquins de fantasy, des bouquins d'histoire. Voilà, c'est un homme total. Alors voilà, oui. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé, mais c'est important quand même. En fait, donc Musk, évidemment, c'est un capital génétique, c'est énormément de travail, mais c'est aussi, en fait, il le dit lui-même, en fait, quand il était jeune, on peut terminer sur ça, ça sera beau, il a lu beaucoup, il dit, j'ai peut-être lu trop de livres de science-fiction ou de livres où il y avait des super-héros qui sauvaient le monde, Ouais. et ça m'a donné envie de faire la même chose, en fait, en gros. Pas l'envie, mais enfin, c'est un modèle. Et moi, je me reconnais assez là-dedans, au sens où pas les super-héros un peu débiles, mais l'idée de sauver le monde, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours marqué. Ouais, une idée mythologique, mais qui fait aller de l'avant. Ouais, l'idée mythologique, c'est vrai. Les films les plus beaux sont les films où il s'agit de sauver le monde. L'intensité dramatique est maximum. C'est vrai. Et donc Elon Musk, et je trouve ça, comment dirais-je, on est tellement loin, si vous voulez, des intellectuels surfaits, enfin, on est tellement loin de ce monde, des gens, je sais pas, qui se prennent d'une arrogance d'intellectuels français, je sais même pas comment les citer, ils sont tous pareils, qui se prennent déjà pour ce qu'ils ne sont pas du tout, qui... Non, mais j'allais aller dans ton sens. Je sais pas si c'est ce que tu vas lire, mais il faudrait qu'on le retrouve, même si on doit faire une petite pause pour le retrouver. Moi, j'ai adoré la citation que tu as isolée, où il explique qu'il a lu des philosophes comme Nietzsche et Schopenhauer, et en fait, il a dit que c'était des lectures négatives. Il n'a pas dit Nietzsche est nul. Il a dit, en fait, moi, j'ai lu ça, et je cherchais le sens de l'existence. À 14 ans, il avait une crise existentielle. Voilà, je cherchais le sens de l'existence, et déjà, à 14 ans, il lit Nietzsche, c'est pas donné à tout le monde, et en fait, Nietzsche l'a mis en face d'un mur, parce que en fait, ces philosophes n'ont pas la dimension, je dirais, de progrès technique, d'aller en avant. En fait, c'est pas des gens positifs. Schopenhauer, je l'ai lu, par exemple. Il y a énormément d'intelligence, mais on peut pas dire que tu en ressors avec une volonté d'amener des sourires aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais je trouvais ça beau parce qu'il dit en gros, j'ai compris, mais c'est pas ce qu'il me faut. C'est pas ce qu'il faut. Ouais, il y a une crise existentielle parce que voilà, finalement, la question c'est pourquoi je suis sur Terre, à quoi je sers. Un jeune homme de 14 ans doué de capacités exceptionnelles, ou même sans être doué. Que puis-je apporter au monde? En quoi puis-je lui être utile? Quelle est ma cause? Et bon, évidemment, crise existentielle égale homme moral, et à force de lire, à force de... bon. Alors, je voudrais donc donner les bouquins. Alors, ça s'arrête comme ça. Bon. Ouais, excusez-moi, je suis un petit peu... La journée. Alors, quels sont les livres que Musk conseille alors, à nos jeunes spectateurs? En termes de livres de science-fiction, je pense qu'Isaac Asimov est vraiment génial. J'aime la série Fondation, probablement l'une des meilleures de tous les temps. Robert Heinlein, évidemment, j'aime bien La Lune est une maîtresse sévère, par exemple. Beau titre. Ouais, bon, je connais pas, j'ai pas lu, mais moi j'aime beaucoup la science-fiction parce que c'est intelligent, il y a souvent beaucoup de science, ça nous fait changer de dimension. Le Seigneur des Anneaux. Tiens donc. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, c'est un super génie, Schopenhauer. Pour lui, c'est un livre fondamental, quoi, Le Seigneur des Anneaux. Bon, il y a quand même une dimension, je sais pas si vous vous rendez compte, une dimension, on va dire, méta-nationaliste. Parce que c'est un livre du bien contre le mal, où il y a bon, je ne veux pas vous faire un dessin, mais il y a une menace extérieure. Oui, c'est une apologie de l'Ouest, de l'Occident. Voilà, une apologie de l'Occident, etc. Bon. Il a confié au New Yorker qu'en tant que petit malin de petite taille et malmené, il s'est tourné vers la lecture de livres de fantasy et de science-fiction. C'est drôle. Les héros de livres que je lisais, Le Seigneur des Anneaux, la série Fondation, se sentaient toujours obligés de sauver le monde. Ouais. Il y a aussi, il préconise de lire Benjamin Franklin, An American Life de Walter Isaacson. Il dit que c'était un entrepreneur, déclare Musk dans une interview. Il est parti de rien, c'était juste un enfant en fugue. Intéressant. Oui, intéressant. Moi, j'ai souvent été inspiré par la vie des grands hommes. En fait, ça met des claques. Ça a un double intérêt. Ça fait relativiser ce que tu es ou les souffrances que tu traverses. Et en même temps, ça te pousse à t'approcher, en tout cas d'essayer, d'un destin, d'avoir un destin. Ça te donne envie d'avoir un destin et donc c'est positif. Ouais. Bon, il y a également une biographie sur Einstein, Einstein, His Life on Universe, également par Isaacson. Zero to One, Not on Startup or How to Build the Futures de Peter Thiel. Oui, c'est un livre assez connu, disons, qui inspire, que tous les jeunes gens qui n'aiment pas l'entreprise, par exemple, devraient lire. C'est un livre assez court, très intéressant, qui parle de ce que c'est une start-up. Enfin, c'est... Voilà. Alors, évidemment, tout ça correspond. En plus, c'est intéressant parce que sa réponse
il l'a construite au sens où il montre sa personnalité, sur quoi elle est fondée. La moralité, la science, là maintenant il passe à l'économie. Ouais. J'aime bien sa réponse, quoi. Alors ça, celui-là, je l'ai lu aussi plusieurs fois. Super Intelligence, Path, Danger and Strategy de Nick Bostrom. Donc il dit, cela vaut la peine de lire Super Intelligence de Bostrom. Nous devons être très prudents avec l'IA, potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. Eh bien. Bah oui, c'est même beaucoup plus, ouais. Ouais, c'est un livre assez accessible qui analyse bien ces sujets. Intéressant, ça me donne envie de le lire celui-là. Ouais. Howard Hughes, His Life and Madness par Donald L. Bartlett. Récemment, dans une interview à CNN, il a dit que c'est un récit édifiant. Voilà. D'accord. Et puis un livre que je ne connais pas qui s'appelle Le guide du retard de la galaxie de Douglas Adams. Voilà, il l'a lu. Bon, ce serait long en fait, mais ça l'a beaucoup passionné. Alors, voilà, après c'était la citation que j'aurais pu lire. Peut-être bah, tu peux la lire, hein, comme ça on finit là-dessus. Donc Elon Musk, il dit « Je crois que lorsque j'avais 12 ou 13 ans, j'ai eu une crise existentielle et j'ai lu plusieurs livres pour essayer de comprendre le sens de la vie et ce que tout cela signifie. Tout semblait dénué de sens. Et puis il se trouve que nous avions eu à la maison des livres de Nietzsche et de Schopenhauer, qu'il ne faut pas lire à 14 ans. Rire. C'est mauvais, c'est vraiment négatif. Même à 30 ans, je pense. J'ai ensuite lu Le guide du routard galactique, qui est plutôt positif, je pense, et qui a mis en évidence un point important, à savoir que, bien souvent, la question est la plus difficile que la réponse. Et si vous pouvez formuler correctement la question, alors la réponse est la partie facile. Donc, dans la mesure où nous pouvons mieux comprendre l'univers, alors nous pouvons mieux savoir quelle question poser. Alors, quelle que soit la question qui se rapproche le plus de « quel est le sens de la vie ?», c'est la question que nous pouvons finalement nous rapprocher de la compréhension. J'ai donc pensé que dans la mesure où nous pouvions étendre la portée et l'échelle de la conscience et de la connaissance humaine, ce serait une bonne chose. Écoute, voilà, à 14 ans... Il y a une phrase que tu as dit que je pense que tu l'as dite à l'envers. Ouais. Je l'ai vu, je l'ai entendu, comme je suis attaché au sens des choses, mais vous l'aurez remise à l'endroit. Ah, remets-la à l'endroit, vas-y, je ne me souviens plus malheureusement. Voilà. Elle a automatiquement disparu de mon cerveau. On va essayer de faire un jeu de montage, Robin va se démerder pour mettre le mot au bon endroit. Non, mais à part une phrase, je crois qu'on a compris, compris l'essentiel. Et c'est aussi important de... Bon, c'est un homme intelligent qui le dit, c'est pas moi, c'est pas nobody comme ça Internet, que certaines lectures, quoique de haut niveau intellectuel, peuvent être toxiques. Et moi, je l'ai ressenti, par exemple, Sioran, je trouvais ça toxique. Non, mais c'est intelligent aussi. Il y a de la beauté dans Sioran. C'est un dépressif. Mais c'est dépressif. Je suis désolé, mais Otto Weininger, moi, je trouve ça déprimant. Voilà, on peut considérer, on peut remettre en question. Il s'est suicidé après le livre. Et un homosexuel qui donne son avis sur les femmes aussi, on peut. C'est sûr que c'est un peu étonnant. Ouais, genre, elles ont toutes des problèmes. Est-ce qu'il s'y connaît vraiment ? Oui, voilà, la nature des femmes par Otto Weininger, qui est homosexuel. Bon, bref, c'est. Bon, pas de stigmatisation, évidemment, pas de problème, quoi. D'ailleurs, toi-même qui es homosexuel. J'ai apprécié le livre, quand même. Bon, très bien, les amis. J'espère qu'on vous a donné envie, pour ceux qui ne connaissaient pas assez, de vous intéresser à la personnalité et au travail d'Elon Musk. J'espère qu'il parlera un petit peu moins de Bitcoin pour se focaliser, évidemment, sur l'aventure spatiale et Neuralink, surtout. Et Neuralink, c'est-à-dire, en fait, il faut qu'on soit aussi bon que les robots. Je veux être équipé tout de suite. Ah oui. Ouais, pour faire supprimer, augmenter des choses, c'est ça ? Ah bah ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, en espérant qu'on verra ça de notre vivant. Je vous dis à très bientôt, les amis. Merci Geoffrey pour cette synthèse, pour ce travail. Merci. Tu as été fier de parler d'Elon Musk, tu m'en parles tout le temps. Ça fait 6 ans qu'on se connaît, tu me parles de Musk tout le temps. Je t'en parle pas tout le temps, mais je t'en parle beaucoup, oui. Ouais, j'étais très content de faire cette émission. J'espère apporter de la positivité. C'est ce qui manque en général dans l'actualité. Et voilà, vive Elon Musk et vive l'Europe. Vive l'Europe, les amis, à très bientôt.